Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bienvenue si vous nous rejoignez pour les débats. Aujourd'hui, nous allons tenter de nous mettre d'accord avec Sophie de Menton. Bonjour Sophie, bonne année. Vous êtes chef d'entreprise. Bonne année, vous êtes présidente du mouvement éthique. Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant, tous mes vœux. Tous mes vœux également, Valérie. Et puis Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Vous avez publié Chaos, essai sur les imaginaires des peuples. C'est un entretien avec Stéphane Rosès. C'est paru aux éditions du Cerf. Un nouveau livre bientôt, Arnaud ? Ah, peut-être. Je réfléchis. Ah, bon, bah, il n'est pas écrit en tout cas. Non, il n'est pas écrit en tout cas. On va parler de la situation. Ben oui, on va parler de la situation évidemment au Proche-Orient avec le numéro 2 du Hamas tué, risque escalatoire. Alors c'est un nouveau mot dans le vocabulaire du président de la République qui n'existe pas, mais on comprend bien ce qu'il veut dire. On va revenir sur la nuit du 31 décembre, une nuit calme, comme le dit le ministre de l'Intérieur. Pôle emploi qui devient France Travail. Je pense que Sophie de Menton aura beaucoup de choses à nous dire sur le sujet. Bref, beaucoup de sujets avec vous. On commence avec vos vœux. On vous demande depuis hier quels sont vos vœux, quel est votre vœu pour 2024. Sophie, on va commencer avec vous. Écoutez, ça a été un casse-tête depuis ce matin parce qu'effectivement, il y a tellement de vœux. Donc les guerres s'arrêtent, mais j'en parle même pas parce que c'est plus qu'un vœu. Mais alors, j'ai envie de dire que mon vœu, ce serait que les Français fassent preuve de responsabilité individuelle. Je n'en peux plus que nous attendions tout de l'État et tout de tout le monde. Et nous sommes tous responsables. Je veux dire que ça va du quartier où on regarde les voitures brûlées. Vous me direz qu'on peut pas faire grand-chose quand même. Mais ça va de la fille qui se fait un peu malmener dans la rue et il n'y a pas un type qui s'arrête pour aller aider. Ça va de... Nous sommes vraiment, je trouve, des spectateurs. Et pour qu'on réduise les dépenses de l'État, il faut qu'on soit responsable aussi. Il faut qu'on arrête de mendier. On mendie à l'État tout ce qu'on peut, tout ce dont on peut avoir besoin. Donc je crois que voilà, à force de compter sur les autres, on arrive à des situations qui nous échappent complètement. Donc, mais est-ce qu'on compte sur les autres ou est-ce que c'est de l'assistanat ? Est-ce que c'est pas l'État nounou qui est là, qui nous donne de l'argent pour repriser nos pulls et nos semelles et tout ce type de sujet ? Je suis tout à fait d'accord. On a été élevés aux aides de l'État, élevés, biberonnés. Mais il y a un moment où il faut les refuser. Parce que, si vous voulez, c'est vrai que les politiques qui sont impuissants, qui ne savent plus quoi faire, ils distribuent un petit cadeau. Ça va pour les chefs d'entreprise, une petite prime par-ci, une prime par-là. Mais on est très content, on va les chercher, ces primes. C'est comme on a reproché beaucoup aux chefs d'entreprise d'aller chercher toutes les subventions qu'on pouvait avoir. Évidemment, parce que qu'est-ce qui se passe ? On va chercher des subventions pour compenser tout l'argent qu'on nous prend. On nous prend effectivement beaucoup, puisque nous sommes les pays avec le plus d'impôts. Et lorsque les cadeaux, il faut qu'on comprenne que les cadeaux qu'on nous fait, on les a pris de la poche gauche pour les mettre dans notre poche droite. Donc, il faut cette prise de conscience générale. L'État va continuer à fonctionner comme ça, mais si on se fait vraiment entendre, je crois que il faut faire cesser ce cercle vicieux. Oui, donc, et ça marche pour tout, ça. Ça marche pour la sécurité, ça marche pour la baisse des dépenses de l'État, ça marche pour l'éducation des enfants. Je veux dire, c'est extraordinaire maintenant. Il faut que l'école se substitue à l'éducation à l'autorité parentale. Mais en même temps, vous voyez, les auditeurs disent arrêtez de généraliser, je n'ai jamais touché d'aide. Stéphane nous dit mais moi je viens de vivre un moment dans la 4e dimension avec Orange, il a fallu que je trouve moi-même la solution. Les Français sont quand même obligés aussi de se débrouiller. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Baptiste Moreau, de ce que dit Sophie de Menton. Non, mais c'est vrai que l'État devrait se recentrer sur ses fonctions régaliennes et surtout sur les grandes directions à donner au pays. C'est vrai que cette politique du chèque ou permanent ou de l'aide, enfin de faire croire que l'État pourrait tout sur tout, y compris aurait la souplesse nécessaire pour régler tous les problèmes qui se posent aux entreprises, c'est nourrir un peu les populismes, c'est d'expliquer qu'il y aurait des solutions simplistes et que l'État pourrait résoudre toutes les problématiques. Et c'est pas le cas, on le sait très bien que c'est pas le cas. Il y a des choses qui peuvent se résoudre au niveau de l'État, d'autres qui peuvent se résoudre au niveau européen.
Et c'est vrai que cette politique du chèque permanent est est à mon avis assez délétère et tue un peu notre démocratie aujourd'hui parce qu'effectivement chaque fois qu'il y a une crise dans un secteur, c'est allô l'État, venez à mon aide quoi. Et on voit bien que ça fonctionne pas comme ça dans tous les pays, mais la France c'est vrai que adore cracher sur l'État, mais les Français adorent cracher sur l'État, mais en même temps chaque fois qu'il y a un problème c'est l'État qui doit le résoudre quoi. Donc c'est assez paradoxal. Les Français se plaignent à longueur de temps que le politique, ils sont bons à rien, qu'ils savent rien faire. Mais dès qu'ils ont un problème dans leur vie quotidienne, c'est l'État qui doit le résoudre, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu problématique quand on est un homme ou une femme politique aujourd'hui dans ce pays. Ouais, c'est le paradoxe, Arnaud. Est-ce que les Français doivent se sentir plus investis d'une responsabilité individuelle? C'est un peu c'est ce que vient de dire Jean-Baptiste. D'un côté, on dit que l'État s'occupe trop des Français. Valérie, c'est assez surprenant parce qu'en fin de compte, on a un État qui est aussi de plus en plus intrusif, je trouve, dans nos vies personnelles, via d'ailleurs parfois un certain nombre de directives européennes. C'est-à-dire que moins l'État remplit sa mission régalienne, parce que quand même sur la question de sécurité, je suis désolé, c'est quand même une mission qui est d'abord la mission de l'État. C'est-à-dire, on va pas organiser des ministres d'autodéfense pour assurer la sécurité des quartiers. Ou alors, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on est en faillite complète sur la mission principale de l'État. Mais on y est, pardon Arnaud, on y est, hein, dans le 15e, il y a des commerçants qui réfléchissent à se constituer en sorte de milice. Il y a un ras-le-bol aussi de voir l'impuissance, on en a déjà parlé ici, mais l'impuissance de l'État dans de nombreux secteurs. Non, mais je suis d'accord. C'est-à-dire que je suis d'accord pour constater, comme vous, la puissance de l'État, notamment dans le domaine de la sécurité, nonobstant un certain nombre de déclarations. Le hiatus est aujourd'hui évident entre l'affichage politique et la réalité telle qu'elle est vécue sur le terrain par nombre de nos concitoyens. Et ça date pas d'Emmanuel Macron, parce que, si vous voulez, la dégradation de la sécurité dans ce pays est ancienne. Mais en l'occurrence, ça reste quand même, qu'on le veuille ou non, une mission qui devrait être une mission de l'État. Et par ailleurs, si vous voulez, il y a ce paradoxe qui me frappe, c'est-à-dire que moins l'État est en mesure de protéger, moins l'État est en mesure, par exemple, de mettre en place un certain nombre de fonctions stratégiques, comme il l'a fait par le passé, il y a encore 30 ou 40 ans, sous le général de Gaulle, plus il devient intrusif dans nos vies personnelles. Si vous voulez, c'est ce paradoxe qui est assez frappant, c'est-à-dire que plus l'État est impuissant, plus il devient d'une certaine manière extrêmement prescripteur sur nos conduites individuelles. Et ça, je trouve que c'est un vrai problème en la matière. Et je trouve que la société française est très résiliente, en l'occurrence, pour accepter un certain nombre de contraintes qu'on lui impose. Je sais pas, je sais qu'il y a un agriculteur qui est avec nous. On sait très bien qu'aujourd'hui, les agriculteurs souffrent d'un certain nombre de normes qui viennent impacter leurs activités. Je trouve que, en effet, il y a ce paradoxe qui me paraît nécessaire de relever. Ouais. Oui, mais on a baissé les bras. Alors, je vous écoute tous et vous avez absolument raison, mais plus personne ne parle de la responsabilité individuelle finalement. Vous avez raison, les missions régaliennes sont là pour faire maintenir l'ordre, etc. Mais c'est quoi la responsabilité individuelle? Qu'est-ce que vous voudriez c'est quoi la responsabilité individuelle? C'est pas tout attendre de l'État, mais on n'attend plus rien. Hein. Pardon, on demande sans arrêt. Mais si. On demande sans arrêt. Mais les Français, ils ne demandent rien, ils demandent juste à avoir des services publics qui fonctionnent. Encore une fois, on a passé du temps hier à ça. Les Français, ils demandent, ils payent des impôts et ils veulent on est quand même le pays, on est quand même le pays du « c'est pas mon problème ». Vous allez partout dans les autres pays, il y a un assistanat. On a de la personne qui est un peu aux États-Unis, je suis frappée, mais on se sent citoyen. Je trouve que nous attendons absolument tout des autres et jamais de nous-mêmes. On ne donne pas soi-même. Alors, il y a toutes les questions, toutes les réponses que vous avez données sur l'intrusion de l'État, et vous avez parfaitement raison. Mais on est complices. On est complices. Bon. Allez, on va marquer une petite pause et puis on va continuer à examiner vos vœux pour cette année 2024 et puis parler du Proche-Orient, parler de Pôle emploi, ça aussi Pôle emploi qui change de nom, qui devient France Travail, enfin combien ça a coûté, est-ce que ça va mieux fonctionner, est-ce que de changer le nom d'un service comme Pôle emploi qui, au dire quand même de certains, ne fonctionne pas, va changer les choses. À tout de suite sur Sud Radio.
c'est Brigitte Lahaie. Pour cette nouvelle année 2024, n'oubliez jamais que vous êtes la personne la plus importante. Alors faites-vous plaisir et accordez-vous vos désirs les plus chers. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, il est 11h. Bonne année avec Sud Radio. Parlons vrai. Et tout de suite, les dernières informations avec Valentin Bonjean. Bonjour. Bonjour à tous. L'inquiétude des habitants du Pas-de-Calais. Le département est de nouveau placé en alerte rouge à cause du risque de crue. Il pleut non-stop depuis hier soir et certains cours d'eau ont déjà débordé, notamment la A qui longe la ville de Saint-Omer. 7 autres départements sont sous vigilance orange, toujours à cause du risque de crue. Le Nord, l'Aisne, les Ardennes, la Meuse, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle ainsi que le Finistère. Gérald Darmanin est à Marseille. Le ministre de l'Intérieur est arrivé à la préfecture pour un déplacement axé sur le thème de la sécurité. Il doit aller cet après-midi inaugurer la CRS 81, une nouvelle compagnie républicaine de sécurité chargée de lutter contre les violences urbaines et le trafic de stupéfiants. Près de 50 personnes ont été tuées l'an dernier dans la cité phocéenne sur fond de trafic de drogue. Les féminicides en recul en France en 2023. Annonce du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti hier. Au total, 94 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Elles étaient 118 recensées en 2022. Et selon de nombreuses associations, ces chiffres sont sous-estimés. Le décompte du groupe Nous Toutes se comptabilise. Lui, 134 femmes tuées l'an dernier. À l'étranger, cette prise de parole très attendue, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, doit prononcer un discours à Beyrouth cet après-midi. Intervention au lendemain de la frappe menée par l'État hébreu sur Beyrouth. Une attaque au drone qui a visé un immeuble en périphérie de la capitale libanaise et dans laquelle 6 personnes ont été tuées, dont le numéro 2 du Hamas. C'est le moment de lever les yeux vers le ciel. En ce début d'année, si vous aimez les étoiles filantes, c'est la semaine à ne pas manquer, celle des Quadrantides. Un essaim d'étoiles filantes est prévu jusqu'à vendredi. Le pic est prévu d'ailleurs cette nuit. Elles seront visibles à l'œil nu, pas besoin de matériel. Et puis on termine avec un mot de sport et de football avec le trophée des champions ce soir. Paris, champion de France du dernier exercice, affronte Toulouse, vainqueur de la Coupe de France l'an dernier. L'enceinte parisienne affichera complet malgré la colère des supporters des deux clubs contre les tarifs côté parisien et contre la tenue du match à Paris côté toulousain. Rencontre donc à 20h45 au Parc des Princes. Belle fin de matinée à notre écoute. Et tout de suite, les pronostics hippiques de Jean-Paul Delperrier. Bonjour Jean-Paul, vous êtes sur l'hippodrome de Vincennes aujourd'hui. Et oui, bonjour ma chère Valérie, bonjour à tous. L'hippodrome du plateau de Gravel qui nous accueille pour le prix de Poitiers, première épreuve de la Réunion 1, 2700 mètres, 16 concurrents. Le 11 Fanatic Flash sera mon favori devant le 3 Gold RP, 6 Gali du Goutier, 4 Goutte du Houlbé, l'As Fétichatou, 7 Guide-moi Forgan, 14 Esperanzo et 16 Godéo. 11, 3, 6, 4, As, 7, 14 et 16. En sélection du jour, réunion 4 courses 5 sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Le numéro 3, Agoureuil. Et encore hier, si vous m'avez suivi, vous avez touché le quartier dans le désordre avec un gain de plus de 4600 €. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant, et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et vous avez publié Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, un entretien avec Stéphane Rosas, c'est paru aux éditions du CERF. On va revenir sur la situation au Proche-Orient. Vous l'avez entendu dans le journal, le président du Hezbollah doit s'exprimer cet après-midi. Évidemment, des paroles très attendues avec un risque d'escalade, pas escalatoire. 800 voitures brûlées pour 90 000 forces de l'ordre déployées. Le ministre de l'Intérieur estime que ça a été une nuit calme. Les policiers appellent eux à une journée noire le 18 janvier. Pôle emploi qui devient France Travail. Bref, et on commence avec vos vœux pour cette nouvelle année. Sophie, Arnaud, Jean-Baptiste. Je viens de voir sur Twitter, sur X, une chose qui m'a fait plutôt rire. Vous savez, il y a le Dry January. Et maintenant, il y a le January Hairy. C'est le challenge qui invite les femmes à passer janvier sans s'épiler pour assumer leurs poils. Voilà. Oh. Donc ça m'a fait rire. On innove toujours. Dry January, tiens, j'ai posé la question hier. Sophie, Dry January, vous allez faire un mois de janvier sobre ou pas? Moi, de toute façon, je suis sobre naturellement. Mais
Est-ce que c'est bien? Je veux dire, toute initiative positive, on peut dire ah oui c'est bien, mais encore une fois responsabilité individuelle. Qu'on dise aux gens tiens, qu'on fasse pas une campagne, mais qu'on dise aux gens écoutez profitez-en du mois de janvier pour faire un mois sobre, c'est très bien. C'est vraiment le cas de la responsabilité individuelle. Qu'est-ce que c'est que ces campagnes? Non, mais il n'y a pas de campagne justement, c'est un problème. Les alcoologues estiment. Bon, on va pas refaire le débat parce qu'on en a parlé hier. C'est juste pour savoir si vous allez le suivre ou pas. Il y en avait eu les années précédentes. Oui, mais là il y en a pas. Arnaud? Sobre, pas sobre? Non, je sais pas, j'en ai aucune idée. Vous savez, je ne sais pas. Vous n'avez pas pris de décision. D'accord. Bon, et Jean-Baptiste non plus. Les circonstances. Non, mais c'est ces injonctions. Alors, qu'il y a un problème d'addiction à l'alcool chez un certain nombre de personnes, et c'est un vrai problème de santé publique, c'est évident. Moi, j'ai pas ce problème-là d'addiction, donc je m'empêcherai pas de boire un verre de temps en temps, comme je le fais. Avec modération, voilà. Arnaud, vous, votre vœu 2024, Arnaud Benedetti? Oh, vous savez, moi, il y aurait plusieurs vœux, mais ce qui me frappe peut-être le plus, c'est qu'on ait un débat public un peu plus apaisé et un peu moins sectaire. Parce que moi, ce qui est assez révélateur, c'est que c'est vrai que il y a quand même une hétérogénéité de points de vue qui existe aujourd'hui, parce que je trouve qu'on a malgré tout un champ médiatique qui est assez diversifié, peut-être plus que par le passé sur le plan éditorial. Mais ce qui me frappe aussi, c'est que finalement, d'abord, il y a un entre-soi, c'est-à-dire que les gens débattent surtout entre eux, sauf sur Sud Radio, où là, il y a une diversité. Je dis ça, mais sans flagornerie, ce qui est vrai. Mais il n'en demeure pas moins quand même que moi, ce qui me chagrine, c'est que je trouve que il y a une forme de sectarisation du débat public où on n'est pas capable à un moment donné d'entendre les arguments qui peuvent être différents des nôtres sans tout de suite passer dans une forme d'ostracisation, voire de stigmatisation de celui qui ne pense pas comme nous. Alors, je pense qu'il y a une responsabilité quand même politique. Il y a un certain nombre de courants politiques, notamment à gauche, plutôt à l'extrême gauche, qui sont, disons, dans ce processus de sectarisation, c'est-à-dire d'anathémisation du concurrent, voire de l'adversaire. Mais ça finit par avoir un impact quand même sur l'ensemble du débat public. On s'interdit un certain nombre. Le mot stigmatisation. On s'interdit un certain nombre de réflexions. On va jusqu'à s'interdire un certain nombre d'expressions parfois. Donc je trouve que c'est regrettable et que, in fine, dans un pays comme la France, qui est un pays quand même voltairien, où la liberté, j'allais dire, de penser et de s'exprimer fait partie de notre tradition depuis très longtemps, qu'on soit obligé finalement de se protéger parfois en s'auto-censurant et parfois en n'abordant pas un certain nombre de thèmes qui mériteraient d'être abordés. Je trouve que c'est très difficile de faire valoir finalement une pensée un peu hétérodoxe sans être tout de suite éventuellement l'objet d'une espèce d'anathème, voire pour certains parfois de mort sociale, en l'occurrence aussi. Donc, mais ce qu'on a perdu aussi, c'est le sens de la nuance. C'est-à-dire sens de la nuance, oui. Avec l'affaire de Pardieu, où la nuance n'est pas permise. On peut condamner. On va pas refaire encore une fois le débat, mais dans tous les sujets sur Israël-Palestine, c'est pareil. C'est deux camps qui s'affrontent et la nuance est très peu possible. Donc ça concerne, oui, c'est la nuance et vous avez raison de dire, oui, c'est une forme de sectarisme. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors Jean-Baptiste et puis après Sophie. Oui, non, mais ça rejoint un peu mes vœux un peu, donc ça tombe bien parce que. Allez-y, oui. Moi, mes vœux, c'était d'essayer d'avoir un débat apaisé au moment de la campagne des européennes sur vraiment ce qu'on veut sur l'avenir de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais vraiment ces débats-là de fond. On a des caricatures de débats. Et effectivement, si la France a été un pays politique fut un temps, je pense que on doit en parler au nom de la nostalgie. C'est plus un pays politique. Aujourd'hui, on n'a plus de vrais débats politiques. C'est des caricatures de débats politiques avec aucun fond, aucune vision à court terme, moyen terme et long terme, mais juste, une vision à ultra court terme, mais aucune vision à moyen terme ou long terme, avec que des arguments valises et sans réel travail de fond sur des vraies mesures de transformation du pays. On est aujourd'hui dans la caricature et j'aurais bien aimé, alors c'est un peu un vœu à la Miss France, c'est comme souhaiter la paix dans le monde, mais qu'on ait un vrai débat au moment de cette campagne des européennes au mois de juin sur ce qu'on veut de l'Europe, parce qu'on voit bien que partout en Europe, les nationalismes montent.
qu'on risque d'avoir un Parlement européen avec une représentation très importante des nationalismes. Et je vais reprendre une citation un peu pompeuse de François Mitterrand, c'est le nationalisme, c'est la guerre. Et on sait très bien que dans les temps actuels où il y a des tensions géopolitiques un peu partout, si on a une assemblée parlementaire européenne avec une majorité de nationalistes, je sais pas où on va. Enfin, je sais pas où ça va. Et le problème, c'est que on risque d'avoir ça quand même, parce que les débats politiques aujourd'hui sont d'une pauvreté et d'une caricature absolument terrifiante. Enfin, moi ça me déprime. Moi, passionné de la politique, qui ai suivi tous les grands débats, je peux me désoler devant la pauvreté des arguments qui sont avancés aujourd'hui. À commencer peut-être par le premier d'entre eux, non? Enfin, les vœux du président de la République étaient particulièrement. Alors, là, on va pas être d'accord, Valérie, là-dessus. Oui, je sais, vous le défendez, mais on peut pas dire que les arguments. Pour un débat, c'est comme pour un match de foot, il faut être deux, quoi. Et quand on est un tout seul, il n'y a pas de débat. Oui, mais quand on est un tout seul et qu'on renvoie pas la balle, c'est pas non plus. Je sais pas, Sophie, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir parce que, alors d'abord, je suis désolée, mais le débat pour les européennes, il faut éclater de rire. Chacun se présente, on va lutter contre les partis politiques français parce que chaque parti politique aura son représentant. Donc on est reparti, mais vraiment il y aura les anti-Europe. Enfin, c'est même pas la peine. Il faut oublier, pardon. Mais je comprends. C'était un vœu, donc on peut toujours rêver au premier janvier. On dit wishful thinking. Je sais pas comment wishful thinking, c'est en anglais, c'est le rêve des vœux. Ce qu'il y a, c'est que on revient là encore. Et je reprends ce qui a été dit sur la liberté d'expression. Moi, j'y tiens énormément. C'est vraiment quelque chose qui nous manque et qui est en train d'être confisqué par le wokisme en particulier, par les féministes. Je plains les hommes. Tiens, je voudrais adresser aujourd'hui tous mes vœux aux hommes qui sont vraiment aujourd'hui des agresseurs en puissance, etc. Donc il y a. Je pense que la misère du monde n'est pas due aux féministes d'une manière générale. Et puis vous avez raison, Valérie, sur la nuance. Vous êtes traité de lâche, de traître à votre camp. C'est pas possible d'être nuancé, alors que l'intelligence vient de la nuance. Et donc c'est terrible. D'ailleurs, les médias sont très responsables parce que qu'est-ce qui marche? C'est le débat où tout le monde s'engueule. Bah oui. Vous voyez, nous, mettez-vous d'accord, cet excellent titre où on essaye de se mettre d'accord. Parlons de la situation au Proche-Orient avec le numéro 2 du Hamas qui a été hier tué dans une frappe israélienne. Le président de la République a parlé donc d'une situation escalatoire. Effectivement, il y a un risque très sérieux d'embrasement. C'est tellement dérisoire, mais tout de même, ce mot d'escalatoire est quand même assez étrange. Un auditeur me disait c'est quand même étrange aussi de dire qu'on défend la langue française et d'employer un mot qui n'existe pas dans ce sens-là. Mais bon, c'est dérisoire par rapport à la bravitude. C'est comme c'est un peu la bravitude, mais c'est vrai. Abracadabra-presque. Ça encore, c'est un mot inventé. Ouais. Escalatoire, c'est bizarre. Oui, peut-être Jean-Baptiste Moreau sur ce qui est en train de se dérouler au Proche-Orient. Non, mais évidemment, c'est grave. Et au Liban en particulier. Évidemment, c'est grave parce que c'est effectivement un État qui attaque sur le terrain d'un autre État. Mais bon, allez, je vais faire du politiquement incorrect. Je préfère qu'Israël tape sur les leaders du Hamas, que ce soit au Qatar ou qui se planquent au Qatar ou au Liban, au lieu d'être au milieu de ceux qui sont censés défendre, puisque le Hamas dit qu'il veut défendre la Palestine, mais ses chefs ils sont tous ailleurs qu'en Palestine. Je préfère qu'Israël tape sur les leaders du Hamas à l'étranger que de continuer à massacrer la population civile qui est pas pour grand chose globalement. Donc voilà, quitte à tout prendre, mais évidemment qu'il y a un risque d'escalade avec un certain nombre de pays qui peuvent se sentir agressés par des attaques de drones sur leur territoire. Enfin, on le serait à moins, mais à la limite, moi, ça me choque pas qu'ils aient été descendre un des leaders du Hamas sur que Israël. À la limite, c'est plus juste comme riposte de la part d'Israël que de bombarder, de faire un tapis de bombe sur Gaza où des femmes et des enfants meurent sans avoir rien demandé. Ça me choque moins, beaucoup moins. Ouais. Là encore, nuance. Arnaud Benedetti, je crois que vous vouliez revenir sur le tweet de Mathilde Panot. L'armée israélienne bombarde la capitale libanaise. Le criminel de guerre Netanyahou
Netanyahou fait courir le risque d'une guerre régionalisée. Non, l'armée israélienne n'a pas bombardé la capitale. Non, ils n'ont pas bombardé Beyrouth. Ils ont visé de manière chirurgicale une zone de sud Beyrouth, de Beyrouth Sud, qui est aux mains, il faut le rappeler, du Hezbollah, entre autres, pour éliminer l'un des principaux dirigeants du Hamas. Et de ce point de vue-là, l'État israélien fait ce qu'il avait annoncé depuis le 7 octobre, en disant que de toute façon, il traquerait les responsables politiques du Hamas, où qu'ils soient. Et le message qu'ils envoient en réussissant finalement cette opération, qui n'était pas évidente en plus sur le plan militaire, quand on entend un certain nombre de responsables militaires, ils disent « Notre ennemi, ce n'est pas le peuple palestinien, notre ennemi, ce n'est pas Gaza, en l'occurrence, c'est le Hamas, où qu'il se trouve à Gaza, qu'il se trouve en Cisjordanie, qu'il se trouve à Beyrouth ou qu'il se trouve en Syrie. » Ensuite, il y a un aspect, j'allais dire, qui, pour la politique intérieure israélienne, n'est pas négligeable. On sait aujourd'hui que M. Netanyahou est très contesté, non seulement en raison peut-être de l'impréparation qui a été celle de l'État d'Israël à répondre à l'attaque terroriste massive dont il a été l'objet, mais aussi parce qu'on sait qu'il voulait remettre en cause une réforme de la justice et qu'il est aujourd'hui en délicatesse, notamment avec la Cour constitutionnelle et aussi avec l'appareil judiciaire israélien. Mais il va pouvoir exciper, en tout cas, vis-à-vis de son opinion publique, de ce succès militaire qui s'inscrit dans la grande tradition israélienne d'aller chercher les ennemis d'Israël où qu'ils soient. Ça, c'est là-dessus, j'allais dire, il y a une continuité historique de la façon d'agir des services israéliens. Et je crois que le tweet de Madame Panot est assez quand même révélateur. Il confirme finalement l'espèce de bienveillance, pour ne pas dire de complicité, qui est celle aujourd'hui de la France insoumise vis-à-vis d'une organisation qui est une organisation terroriste et qui a perpétré l'abominable et l'inexcusable le 7 octobre. Je crois que finalement, les années changent, mais la sémantique et le positionnement, malheureusement, d'une grande partie de la LFI ne changent pas quant à ce dossier. Mais LFI est dans la Oui, vous allez avoir la parole dans un instant. On marque une petite pause. Il est 11h16 sur Sud Radio. À tout de suite. C'est Jacques Pessis. Bonne année, très bonne année. Une année meilleure que les précédentes. C'est tout le bien que je peux vous souhaiter. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Carrefour. Si je vous dis que c'est le mois Carrefour et que pour fêter ça, pour 2 produits Danette achetés, le 3e est offert. Et c'est valable sur tout Danette. Et en plus, pour l'achat d'un produit Danette, tentez de gagner en exclusivité des places pour Paris 2024 en participant au grand jeu de l'appli Carrefour. Et c'est jusqu'au 14 janvier chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive, Carrefour Contact, City et Express. Carrefour, partenaire premium de Paris 2024. Panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher, détails et conditions sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Sud Radio Mende. 101.9. Sud Radio. Chez Action. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous revenons sur ce qui s'est passé hier dans le sud Liban, au nord d'Israël, donc où le numéro 2 du Hamas et un autre membre de la direction du Hamas ont été tués par une frappe israélienne. Jean-Baptiste Moreau, vous vouliez réagir à ce que disait Arnaud. Non, ce que disait Arnaud Benedetti, mais LFI est dans la continuité de leurs actions et ils souhaitent le chaos en fait. Ils ne prospèrent que sur le chaos, mais comme tous les extrêmes globalement. Donc plus il y aura de chaos au niveau de notre pays et au niveau mondial, et plus ils seront heureux. Enfin, en vérité, c'est ça, mais c'est du pur cynisme de politique politicienne. Ils flattent leur électorat pour essayer de diviser le pays à la manière des islamistes. De toute façon, ils ont la même stratégie que les islamistes. Les islamistes veulent ranger l'ensemble des musulmans derrière eux, et LFI veut ranger l'ensemble des musulmans derrière eux pour bâtir une soi-disant opposition et pour foutre le bordel. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ils ne prospèrent que sur la pagaille et que sur les clivages et les désaccords. Mais dans un sens, Emmanuel Macron, le gouvernement, Emmanuel Macron en l'occurrence, et LFI ne disent pas autre chose que des escalades. Ils ont le même discours. C'est le feu et des escalades. À part qu'Emmanuel Macron parle des otages, ce que ne fait pas LFI. Mais tous veulent qu'il y ait un calme qui s'installe au Proche-Orient.
Évidemment que personne ne peut souhaiter une guerre qui s'élargisse au niveau de l'ensemble des pays du Proche et Moyen-Orient. Enfin, je pense pas qu'il y ait quelqu'un au monde qui souhaite ça. Maintenant, non, mais vous avez le droit d'Israël de riposter. Oui, c'est ça. Mais le clivage, il se fait là. Un auditeur dit est-ce que vous pourriez me répondre si jamais le Liban riposte, est-ce que vous direz que sur Israël, est-ce que vous direz que le Liban est dans son droit? Sauf que la situation n'est pas. Mais voilà, c'est ça. Le problème, c'est que le Liban n'est plus un État véritablement souverain. Le Liban, je veux dire, est totalement aujourd'hui dominé pour une partie par le Hezbollah, et s'il y a riposte, ça sera une riposte du Hezbollah. Clairement, ce ne sera pas l'armée régulière libanaise qui va riposter. Le Premier ministre libanais a évidemment condamné ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire l'opération menée par Israël. Il le fait parce qu'il sait très bien qu'il est sous la pression du Hezbollah et notamment de l'Iran. Ce qui va être déterminant dans les heures qui viennent, ça va être le discours, bien évidemment, de Nasrallah cet après-midi, mais aussi la réaction de l'Iran, parce que le Hezbollah n'agira vraisemblablement s'ils agissent que sous, j'allais dire, un mandat explicite ou implicite de l'Iran. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, ce qui m'a frappé ces derniers temps, c'est que Nasrallah s'était déjà exprimé il y a quelques semaines, et il avait tenu un discours plutôt assez filandreux, en l'occurrence, en disant, oui, on condamne évidemment Israël, on soutient le Hamas, mais il n'avait pas donné, si vous voulez, des instructions claires qui montraient que le Hezbollah était prêt à créer un second front. Mais le risque, en effet, pour Israël, c'est qu'il y ait un second front qui se crée avec le Hezbollah. Mais le Hezbollah va certainement répondre. Alors après, il reste à savoir la gradation de cette réponse. Si c'est quelques roquettes qui vont être envoyées ou est-ce que c'est une action plus soutenue avec l'aide de l'Iran. Mais le Liban, en l'occurrence, malheureusement, je le crains, ce n'est pas l'État libanais en tant que tel qui peut faire grand-chose aujourd'hui quand on connaît en plus la situation, qui est la situation à la fois économique et sociale du Liban. Ouais. Il y a juste la réflexion d'une spécialiste du Proche-Orient qui dit « Je pense que les Libanais ne sont pas aussi indignés que Mathilde Panot. C'est un terroriste qui a été visé, la cible était précise, pas la capitale libanaise. La banlieue de sud est transformée depuis plus de 20 ans en fief du Hezbollah et terre d'accueil du Hamas, des Houthis et du djihad islamique. Moi, je suis allé au sud Liban, on était accompagné d'une voiture avec des hommes en armes. C'est-à-dire que le sud Liban est devenu, vous avez effectivement des slogans qui sont affichés sur les murs, et c'est une région qui aujourd'hui est aux mains du Hezbollah. Sophie ? C'est aux mains du Hezbollah, il suffit d'aller à Tyr. Moi aussi, je suis allé à Tyr, on s'en rend compte très rapidement. Voilà. Sophie ? Sur le Proche-Orient ? Oui, je crois que l'escalade, tout le monde a très peur de cette escalade, mais je réfléchissais à ce que vous disiez, et en fait, les gens sont divisés, et c'est là le vrai clivage entre ceux qui disent Israël doit y aller quoi qu'il se passe pour éliminer les terroristes, éliminer alors le Hamas, les terroristes, etc. Ce qui est quand même un vœu pieux, parce que je ne sais pas comment. Je suis d'accord. Déjà décapiter. Décapiter la tête pensante. Voilà. Pardon du mot décapité, mais c'est. Oui, c'est le mot quand même. Il y a ceux qui disent il faut y aller par tous les moyens pour éliminer les terroristes, et ceux qui sont dans une position beaucoup plus hésitante en disant que il y a quand même des victimes collatérales et des victimes qui c'est insupportable. Des enfants par dizaines de milliers qui meurent, c'est insupportable. Et donc, est-ce que la fin justifie les moyens? C'est aussi un peu ça. Mais dans la guerre, on est en guerre, donc voilà. Moi, je dois dire que je change d'avis presque tous les 3 jours, en me disant je voudrais absolument que, en disant je voudrais absolument qu'on élimine le Hamas et qu'on élimine toutes ces forces terroristes qui minent dans le monde entier d'ailleurs. Et puis de temps en temps, je me dis stop, il faut arrêter, tant pis, c'est trop dangereux. Donc voilà, il y a ceux qui disent tant pis pour les otages, parce que c'est un peu ça, et il faut qu'Israël attaque, et d'autres qui disent non, il faut sauver les otages, sachant que parler des otages est finalement plutôt contre-productif parce que ça leur donne de la valeur. Et la France, est-ce que la France pèse, je pose toujours cette question, mais est-ce que la France pèse d'une manière ou d'une autre quand le président de la République dit attention, je demande que, etc. Est-ce qu'on est vraiment entendu, Jean-Baptiste, vous qui êtes un défenseur il pèse à la hauteur de la puissance géopolitique de la France. Il pèse parce que si tout le monde va dans le même sens et dit la même chose au niveau des pays occidentaux. Maintenant, c'est que la France. Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus
Enfin, voilà, on a une position qui est importante, qui est clé, mais et c'est important que le président dise ces choses-là et que les entendre, mais il peut pas être le seul. Et il n'est pas le seul, de fait. Hein. Ce discours, il est le fait qu'Israël doit quand même s'inscrire dans le cadre du droit international, parce que sinon, enfin, on sait à quoi mène le non-droit. Enfin, donc voilà, je pense qu'il est cohérent par rapport à ce qu'il peut dire. Maintenant, ça n'a la puissance que ce que ça peut, quoi. Alors, il y a un nouveau tweet. Moi, en même temps, aujourd'hui, la France ne pèse plus ce qu'elle était. C'est-à-dire que la France avait quand même une tradition historique, d'ailleurs, qui remonte à très loin, d'intervention dans cette région du monde. Et manifestement, ce qu'on voit aujourd'hui, finalement, qui pèse dans cette affaire, c'est les États-Unis, bien évidemment, bien sûr. Et ce sont les puissances régionales, que sont, entre autres, un certain nombre de pays arabes, le Qatar, l'Égypte, voire la Jordanie. Mais on peut regretter, si vous voulez, que Emmanuel Macron n'ait pas tenu une ligne très claire depuis le début, c'est-à-dire qu'il était plutôt sur une ligne assez brisée, et qui était indexée finalement plus sur la politique intérieure française que sur une vision diplomatique du rôle de la France dans cette région du monde. Voilà. On se retrouve dans un instant, on continue de parler de tout cela et puis également de ce qui se passe en France avec France Travail qui remplace Pôle emploi, ça va tout changer. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Ça s'est passé sur Sud Radio. Jérôme Cahuzac, pourquoi avez-vous menti ? Ce que j'ai fait, ça me hante. J'ai été ce que j'aurais jamais voulu être, j'ai fait ce que j'aurais jamais voulu faire. Mais c'est quelque chose que je dois assumer. En général, on ment quand on est acculé, on ment parce qu'on ne sait pas s'en sortir. Mais même en disant ça, je suis gêné parce que je ne me trouve pas d'excuses. Sud Radio, parlons vrai. Carrefour. Si je vous dis que c'est le... Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec Sophie de Menton, Jean-Baptiste Moreau et Arnaud Benedetti. Juste un tweet que m'envoie un auditeur, Thomas Porte. Le bombardement de la capitale libanaise par l'armée israélienne risque de déclencher un conflit régional. Le fanatique Netanyahou et ses sbires agissent comme des criminels de guerre avec l'aval des États-Unis. La France doit sortir de son silence et exiger des sanctions fortes contre Israël. Le bombardement de la capitale libanaise. On est encore une fois dans la nuance. On voit que là, il y a une ligne qui a été choisie parce qu'il faut quand même que nos auditeurs sachent, pour tous les partis, il y a des punchlines, comme on dit, il y a des éléments de langage qui sont décidés. Et là, on voit bien que pour la France insoumise, c'est l'axe qui est choisi, c'est le bombardement. C'est une fake news, tout simplement. Bien sûr que c'est une fake news. Bien sûr que c'est une fake news. C'est une opération, c'est pas un bombardement, c'est une opération ciblée. En l'occurrence, alors, on peut la contester, on peut la condamner, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais c'est pas un bombardement. Parce que le bombardement, il veut laisser entendre qu'il y a des populations civiles qui ont été touchées à Beyrouth. On voit bien ce qu'il y a derrière cette expression. Absolument. On va parler de Pôle emploi qui devient France Travail. Alors, je suis allée voir sur le site de Pôle emploi. Donc, Pôle emploi devient France Travail. L'objectif de France Travail, garantir un accompagnement et des services encore plus adaptés aux besoins des personnes sans emploi et des entreprises qui recrutent sur l'ensemble du territoire. Ce qui ne change pas, donc il y a un certain nombre de changes, je ne vais pas vous énumérer, c'est un petit peu fastidieux, mais on a le sentiment tout de même que là aussi ce sont des wishful thinking, c'est-à-dire déjà que Pôle emploi visiblement ne fonctionnait pas très très bien de l'avis de ceux qui en sont les utilisateurs. Est-ce que de changer de nom et de dire on va faire ci, on va faire ça, c'est-à-dire chaque personne par exemple signera un contrat élaboré en fonction de ses besoins qui devrait être actualisé régulièrement, enfin moi, je connais des gens qui sont au chômage, qui n'ont eu aucune nouvelle de Pôle emploi depuis des mois et des mois et des mois. Alors, Sophie, vous êtes concernée puisque les entreprises sont évidemment... puisqu'il y a un contrat d'engagement qui concerne aussi les entreprises. Oui, de toute façon, on est toujours concerné pour tout, pour payer, pour être responsable, etc. Donc c'est normal, on est responsable, donc coupable. Alors, d'abord, le changement de nom, je me méfie toujours des changements de nom. Ça coûte à peu près, je crois, entre 300 et 500 millions d'euros, le changement de nom. Mais il n'y a pas que le changement de nom, il y a effectivement tout ce qui va avec. On ne peut pas, il faut essayer d'être positif en ce début d'année,
effectivement, Pôle emploi, ça fonctionne pas. Vous venez de le dire, Valérie, donc il faut essayer autre chose. Simplement, le problème en France, c'est qu'on met la charrue avant les bœufs. On vous annonce des choses extraordinaires, on vous annonce un changement de nom, au lieu de commencer par agir. Je veux dire, il n'y a pas besoin. On commence par agir. On ne connaît pas le plan. C'est extrêmement confus. On a interrogé des gens de Pôle emploi au sein du mouvement éthique. Ils savent pas du tout en quoi ça consiste. Et puis alors, la grande manie, c'est d'essayer de tout réunir en un seul pôle, parce que tout est effectivement très divisé en France, y compris pour les déclarations. Mais à chaque fois qu'ils s'y mettent, pour réunir tout ça en un seul pôle, c'est finalement plus compliqué, ça dysfonctionne, etc. Donc oui, il faut absolument revoir ce qui se passe à Pôle emploi. Bon, ça s'appelle France Travail, tant mieux, ça veut dire que la France est au travail, tant mieux. Il faut commencer par la formation. C'est pas le cas, on ne sait jamais où trouver des formations. On continue à Pôle emploi à donner des formations qui correspondent pas du tout à ce que cherchent les gens. Je cite toujours l'exemple de une très sympathique manucure du quartier que je vois depuis 1 an et demi et à qui je dis bonjour, et qui était allergique au vernis, ce qu'on comprend très bien parce que c'est un cas assez fréquent. Mais là, elle a décidé de se reconvertir et de faire un peu de la joaillerie et des bijoux. Ça fait 1 an qu'elle est en train de faire des pseudo-formations qui correspondent à rien. Il y a une absence de bon sens, de sens pratique, d'esprit d'entreprise. Voilà. Et il faut arrêter de vouloir faire chercher midi à 14h pour les chômeurs. Alors maintenant, il y a la question du RSA, vous l'avez posée, c'est vrai. Alors, il y a 2 sortes. Ceux qui sont RSA seront déjà inscrits, seront inscrits systématiquement à Pôle emploi. Mais juste préciser ce qui va changer. Alors, je vous interromps. Est-ce que c'est bien? On a dit qu'ils devraient faire 10 heures de boulot pour se remettre à l'emploi quand ils sont au RSA. Mais quel boulot? Sur le principe, c'est bien, mais quel boulot? Comment? Et puis alors, il y a une règle aussi de base, c'est quand vous faites faire gratuitement des choses que les entreprises font payer, c'est pas très sain non plus. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors moi je veux bien qu'on essaie de les faire traverser les enfants dans les clous au feu rouge ou qu'ils donnent un coup de main s'il y a des inondations, mais tout ça est complètement hors sol. Il n'y a pas d'esprit pratique, il n'y a pas de bon sens. Donc je pense que, voilà, je suis pleine d'espoir. Juste vous lire ce qui va changer progressivement, c'est-à-dire qu'on se demande déjà pourquoi cela n'existait pas. Les conseillers entreprises de France Travail et tous ceux de ses partenaires de l'emploi dans les territoires iront davantage à la rencontre des entreprises pour identifier les besoins de recrutement. Enfin, c'est pas la base du boulot de Pôle emploi, normalement, d'être en contact avec les entreprises et de savoir ce dont ils ont besoin. Les entreprises pourront faire connaître au téléphone déjà quand on leur demande leurs besoins de recrutement sur une plateforme unique de dépôt des offres. Bon, les entreprises seront accompagnées pour faire connaître les métiers sur les territoires, et l'engagement des entreprises pour développer une approche inclusive de leur recrutement sera soutenu afin de s'ouvrir à tous les profils. Quand on entend les personnes en situation de handicap raconter la galère, tout ça me laisse assez songeuse. Qui veut réagir? Arnaud Benedetti? Je partage ce que dit Sophie, c'est-à-dire déjà un changement de nom, ça coûte de l'argent. Parce que changement de nom, ça veut dire changement de logo, etc., charte graphique, etc. Donc, je sais pas, avec un pays qui est quand même endetté comme le nôtre, on rajouter une couche, même si elle peut être considérée comme une goutte d'eau par rapport, à l'océan de dette publique qui est le nôtre. Mais enfin, je trouve que c'est pas un bon signal qui est envoyé. Ensuite, on parle de rationalisation, certes, peut-être. Mais je ne vois pas, si vous voulez, dans la réforme de Pôle emploi en France Travail, ce que ça change par rapport à ce qu'était Pôle emploi, si ce n'est les déclarations d'intention que vous venez de lire. Que Pôle emploi essaye de connaître la réalité du marché du travail sur le terrain. Enfin, Pôle emploi, vous voyez, j'ai du mal à m'adapter à France Travail, mais bon, ça viendra. Je trouve que ça aurait dû être déjà dans les missions, me semble-t-il, de Pôle emploi. Je vois pas vraiment ce que ça change. C'est un effet d'affichage qui veut créer du mouvement. Mais je pense qu'ils vont avoir du travail parce que la situation sur le front de l'emploi est en train malheureusement, vraisemblablement, de se retourner. Mais je ne suis pas sûr que, la façon dont ils procèdent soit très efficace. Parce que les 15 heures d'activité par semaine obligatoires pour les bénéficiaires du RSA, comment ça va se passer? C'est un travail obligatoire ou est-ce que ce sera rémunéré? Aucune idée. Il y a effectivement... non, ça sera, si c'est le RSA, ça sera pas rémunéré. C'est pas rémunéré. Oui.
Alors, il y a aussi une nouvelle règle qui est effective depuis le 1er janvier, l'obligation pour les entreprises de signaler 2 refus de CDI en 1 an. Pour être plus précis, si un salarié du secteur privé en fin de CDD ou de contrat refuse, il ne pourra pas percevoir des indemnités chômage. Pourquoi on demande ça aux entreprises d'ailleurs? Bah oui, et puis pourquoi un salarié refuserait un CDI? Non, mais le changement de nom, je vais m'exprimer un peu quand même, le changement de nom est assez accessoire. Enfin, je veux dire, c'est pas une symbolique, mais ce qui est important, c'est le reste, c'est ce que vous décrivez, c'est le reste de la réforme, qui est importante, et c'est mené par Thibaut July, qui a été nommé responsable de France Travail aujourd'hui, qui est quelqu'un qui connaît bien le secteur de l'emploi, qui a beaucoup œuvré dans ce domaine-là. Évidemment que ça ne voudrait rien dire si c'était juste un changement de nom, mais il faut changer le paradigme. Effectivement, moi, soit en tant que chef d'entreprise ou même à une certaine époque en tant que demandeur d'emploi, je me suis confronté à Pôle emploi, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fonctionne pas vraiment super efficacement. Enfin, je veux dire, que ce soit la relation au monde de l'entreprise, que ce soit la relation aux demandeurs d'emploi, il y a beaucoup de choses à améliorer dans la formation, dans la prise en charge. Moi, quand je suis arrivé à Pôle emploi, j'étais en 2e année d'exercice professionnel, j'étais ingénieur agronome, et on m'a dit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, ingénieur agronome? On peut rien pour vous. Si vous n'avez pas votre réseau pour tourner, on peut rien pour vous. Voilà ma première réception à Pôle emploi. Donc autant vous dire que c'est un peu compliqué d'entendre ça quand vous venez de perdre votre job, évidemment. Et si c'est juste un changement de nom, mais qu'il n'y a pas un changement de pratique en profondeur, ça sert à rien. On est d'accord. Alors, on oublie. Alors, d'abord, moi, j'ai eu une expérience positive. Alors, il ne faut pas être négatif tout le temps. J'ai installé une filière, une succursale de télémarketing à Tours, en Touraine. J'ai été voir Pôle emploi. Il fallait des gens qui répondent au téléphone. Et je suis tombée sur la responsable du centre Pôle emploi de Tours il y a très longtemps, qui a été extraordinaire. Elle a fait une sélection auprès de ses demandeurs d'emploi. Elle a fait des formations. Elle nous a demandé si on pouvait envoyer une formatrice à Pôle emploi pour former les gens qu'elle avait sélectionnés. Elle a été incroyable. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une question de responsabilité individuelle, c'est une question de motivation, de salarié. Il ne faut pas se vivre comme un fonctionnaire, ce que font les gens de Pôle emploi ou de France Travail. Et il faut qu'ils Ils sont aussi à leur décharge complètement débordés. Pour avoir discuté avec une d'entre elles, ils ont des dizaines et des dizaines de dossiers à gérer. Et comme partout dans l'administration, l'intendance ne suit pas forcément derrière. Donc c'est pas à eux qu'il faut jeter la pierre non plus. C'est l'administration. Ça marche pas comme ça. C'est un système qui fonctionne pas. Juste une précision, quand vous dites ça coûte entre 300 et 500 millions, c'est la réforme, c'est pas le changement de nom qui a coûté 500 millions, qui va coûter 500 millions. Moi j'ai ça. Non, c'est le coût de la réforme France Travail. Non, c'est le coût de la réforme. C'est l'ensemble de la réforme. Moi j'avais lu le chiffre, je crois que c'est entre 3 et 4 millions d'euros pour travailler et chercher le nouveau nom, le nouveau logo, etc. La transformation pratique. Sinon, vous imaginez 300 à 500 millions d'euros juste pour changer de nom. Non, mais pour l'ensemble. Le concept. Voilà. Mais le rapport parce que pour l'instant, c'est un état de concept. Non, mais là, en tout cas, c'est mis en œuvre, on espère. Mais quand on lit effectivement la réforme, on se dit que tout cela aurait déjà dû être en place depuis très longtemps. Donc, Et les chefs d'entreprise, par exemple, nous, on voit des demandeurs d'emploi arriver qui nous disent « Signez là pour montrer que je me suis bien présenté ». C'est le cas et ils ont besoin juste de montrer qu'ils se sont présentés. Absolument. Alors maintenant, le refus, c'est autre chose. Enfin, on a le droit de refuser plus de 2 fois, peut-être qu'on peut réagir. Mais tout dépend de ce qu'on vous propose. C'est que ça dépend de ce qu'on vous propose. Mais il y a un moment où on prend ce qu'on vous propose aussi. Quand on est au chômage depuis X temps, je pense qu'au bout il faut raccourcir les délais du temps où on est au chômage. On peut pas autrement. Il faut raccourcir ce temps. On a droit à des chômages très longs. Eh ben non. Il y a un moment, on prend ce qui arrive. Il faut du boulot. Parler des seniors où le marché de l'emploi n'est pas forcément le plus idéal pour eux. Il y a aussi des situations où les gens veulent, mais on ne leur propose rien. C'est ça aussi la réalité. Oui, bien sûr, mais il faut sortir de là. Il faut travailler de là, mais on a Xavier, un auditeur, je ne sais pas s'il est là ce matin, qui a été journaliste à France 3 et qui est obligé de faire la plonge pour arriver à boucler ses fins de mois. Donc il est à la retraite et il n'a pas de quoi finir. Donc il y a des gens qui se bougent, qui font des choses, mais c'est pas donné à tout le monde. Il n'y a pas la capacité. Quand on propose à une enseignante d'aller ramasser des pommes,
Bon, moi je veux bien, mais est-ce qu'il faut tout accepter aussi? Il y a un moment, elle accepte un bout de temps d'aller ramasser des pommes. Bah oui. Alors non, mais attendez, si elle n'avait pas l'État... Pardon? Vous dites, Arnaud? Oui, non, enfin, il faut qu'à un moment donné, il faut que l'offre d'emploi corresponde aussi, malgré tout, je veux dire, à la formation de celui qui recherche un emploi. Je veux dire, c'est quand même très difficile. Je veux dire, on peut pas demander aux gens, je veux dire, le problème du déclassement, c'est quand même un problème essentiel aussi, si vous voulez, dans la société. Vous pouvez pas demander, je veux dire, aux gens d'occuper des fonctions pour lesquelles, je veux dire, finalement, je veux dire, ils n'ont pas été formés, surtout quand ils sont, surtout quand ils sont des seniors. À mon avis, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, mais vous savez, le chômage, il touche malheureusement aussi, majoritairement, des gens qui n'ont pas de formation. Le vrai chômage, le socle de ce chômage. C'est pas vrai. Si. C'est pas vrai. C'est le cas de Jean-Baptiste Moreau. Vous êtes journaliste, je vous mets au défi de trouver un boulot par Pôle emploi. Non, mais journaliste, ça je comprends. Journaliste, je comprends. Voilà, ingénieur agronome, je suis pas sûr. Ingénieur agronome, diplômé, c'est pareil. Dès que vous êtes un peu... C'est pareil. C'est pareil. Je pense que vous avez au contraire plus de possibilités de trouver de l'emploi si vous n'êtes pas qualifié, ou on va pour vous proposer du BTP, de la restauration, des il emplois. Faut une formation. Non, mais après, vous avez d'autres types d'agences. Moi, je vois pour l'industrie agroalimentaire, pour les ingénieurs agroalimentaires, vous avez un organisme qui s'appelle la PECITA, qui est spécialisé dans l'agroalimentaire. Mais effectivement, eux sont efficaces et avec eux, vous trouvez du boulot, il y a des jobs. Mais pourquoi Pôle emploi ne peut pas synthétiser justement les annonces et recopier un peu les méthodes de ces agences-là? Parce que moi, je connais bien la PECITA, je suppose qu'il y en a d'autres dans les autres corps de métiers, de professions. Pourquoi Pôle emploi peut pas s'inspirer de ces choses-là qui fonctionnent? La PECITA, ça fonctionne. Vous avez des conseillers qui vous accompagnent vraiment, mais vraiment, et avec des offres d'emploi qui collent à vos compétences, et ils vous envoient les offres d'emploi, et vous n'avez pas cette lourdeur administrative qui fait que ils font globalement de l'administratif, mais ils font pas de l'accompagnement vers l'emploi. Ça c'est sûr. Oui, Sophie. Vous ne pouvez pas recruter. Je suis désolée, mais le problème majeur des entreprises, et alors là, je sais vraiment de quoi je parle, nous ne pouvons pas recruter. Nous-mêmes, à Éthique, on cherche depuis un an. C'est terrifiant. Il y a même au niveau des stagiaires, on n'y arrive pas. Donc, il y a un problème que je ne comprends pas, une espèce de dichotomie entre l'incapacité que nous avons de recruter. Alors, on va dire, les salaires sont pas assez élevés. Oui, enfin, alors là, on va revenir sur tout le système français qui fait que oui, les salaires coûtent trop cher à l'entreprise et ne sont pas assez élevés pour le demandeur d'emploi. Mais là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il faut rapprocher l'offre et la demande. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Je voulais que nous revenions sur les déclarations de Gérald Darmanin qui hier se félicitait d'une nuit calme lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Il dit qu'il y a une baisse dans le nombre des voitures brûlées. Il dit 389 individus ont été interpellés. Les incendies de véhicules sont en baisse de 10%, tout comme les tirs de mortier. Sous son tweet, une note, Gérald Darmanin annonce donc une baisse de 10% en donnant un chiffre de 785 véhicules brûlés. Or, le 1er janvier 2023, il annonçait 690 véhicules brûlés. Il ne s'agit donc pas d'une baisse, mais d'une hausse de 8%. Et puis, comment peut-on se féliciter qu'il n'y ait que 745 véhicules brûlés, 90 000 forces de l'ordre, je vous le rappelle, un petit peu partout en France. Arnaud, c'est effectivement là aussi, les comptes ne sont pas bons. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, le problème, c'est qu'il prend les chiffres à 8h du matin. Et en effet, les chiffres à 8h du matin, si on les regarde par rapport et on les compare à 2022, clairement, je veux dire, on se rend compte qu'il y a de fait une augmentation. Moi, je suis assez surpris par cette communication, parce que si vous voulez, d'abord, un ministre de l'Intérieur ne doit pas se féliciter d'une baisse éventuelle. Il doit plutôt déjà condamner les exactions qui ont été commises à ce moment-là, le 1er janvier, enfin dans la nuit du 31 au 1er. Je suis pas sûr que ça soit très productif comme type d'expression. Et ça veut dire que quand même, malgré tout, malgré les efforts de déploiement
des forces de l'ordre sur le terrain, on n'arrive pas à contenir ce phénomène qui est un phénomène inacceptable, tout simplement. Qu'il y ait des voitures qui soient brûlées régulièrement, comme si c'était une tradition. Je veux dire, le ministre de l'Intérieur ne doit pas se satisfaire de cela. Il doit d'abord condamner. Ensuite, pour les chiffres, on verra. Parce que très souvent, on a des chiffres qui sont rectifiés 2-3 jours plus tard parce qu'on n'a pas toutes les données qui sont remontées. Mais vous voulez effectivement. dire qu'il y a quand même, alors j'ai l'impression, quand je vous entends effectivement que c'est plus ou moins trafiqué, évidemment qu'il faut hurler contre ce type d'exaction, mais il y a quand même, j'ai l'impression, un progrès partout, y compris dans les agressions, etc. Donc, bon, moi j'essaie d'être un peu positif parce qu'on n'en peut plus d'entendre des drames toute la journée. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, dans tous les chiffres, un petit progrès? Non, les chiffres montrent le contraire. Sophie, les chiffres. Non, moi, j'ai pas ces chiffres-là, moi. Mais vous avez quoi comme chiffre? Oui, il y a eu un chiffre qui est sorti sur les féminicides. Il y en a 98. Les assassinats des femmes. Oui, bon, c'est pas. Vous pouvez pas vous réjouir de ça non plus. Je veux dire, c'est dramatique et on peut. Enfin, ça n'a strictement rien à voir. Non, les agressions sont en hausse. Les agressions, vous le voyez. Enfin, voilà, vous le voyez bien. Je sais pas, Jean-Baptiste Moreau. Dernier bilan du communiqué, évidemment qu'on baisse de 10%. Oui. Ensuite. Ben oui, mais c'est pas vrai, Sophie. Moins de blessés dans les forces de l'ordre. Non, mais évidemment qu'on peut pas se satisfaire. À partir du moment où il y a une voiture. Non, mais on ne m'en satisfait pas. J'essaie d'être positive. Il paraît qu'il y a 80% d'attaques de mortiers d'artifice en moins. En début d'année, non, mais effectivement, c'est une tradition, c'est devenu une tradition funeste depuis des dizaines d'années, parce que c'est pas d'avant-hier, voilà. Donc évidemment, à partir du moment où il y en a une, Sophie, laissez parler Jean-Baptiste Moreau. À partir du moment où il y en a une, c'est dramatique. Enfin, je veux dire, surtout que c'est des personnes en plus qui vivent dans ces quartiers-là et qui souvent ont déjà tout juste les moyens de se payer une voiture. Donc c'est à partir du moment où elle brûle, c'est toujours un moment difficile pour ces gens-là, donc on peut pas s'en satisfaire. Maintenant, on peut noter quand même s'il y a des évolutions positives. Alors je sais pas quelle est la réalité des chiffres, parce que les chiffres on leur fait tout dire ou rien dire. Maintenant, cette insécurité-là, elle est bien présente dans notre pays et il va falloir trouver des solutions pour y remédier, parce que sinon on finira par avoir des gens au pouvoir qui disent savoir régler le problème, mais qui n'ont pas plus les solutions pour les régler et qui vont les empirer. Donc voilà, il faut trouver des solutions à ces problématiques. Maintenant, je pense qu'elles sont pas simples. Et effectivement, vous l'avez dit, il faut saluer le travail des forces de l'ordre. 90 000 policiers qui se sont mobilisés la nuit de la Saint-Sylvestre. Je veux dire, ils auraient sans doute préféré être aussi avec leur famille pour la plupart. Donc voilà, mais c'est leur métier. Maintenant, il faut être lucide sur voilà ce qui est devenu. Je regardais, j'ai entendu passer il y a pas longtemps. Alors c'est pas exactement la même chose, mais il y a un film en ce moment qui s'appelle Les SECPA et vous avez les séances qui sont systématiquement bordélisées. Absolument. Alors, je sais pas si vous en avez parlé sur Sud Radio. Non, on n'en a pas parlé, vous pouvez en parler parce que c'est vrai que c'est... Ils sont systématiquement bordélisés par les gens des quartiers qui viennent au cinéma parfois gratuitement grâce on a mis en place encore le chèque culture, le pass culture qui permet aux jeunes qui n'ont pas les moyens d'aller au cinéma de façon gratuite. Et apparemment, ce film-là draine toute une population qui fout le bordel systématiquement dans toutes les séances, au point que les cinémas sont obligés d'employer des vigiles pour mettre de l'ordre au début des séances de cinéma. Enfin, ou de supprimer carrément les séances. Ouais, ou supprimer même des séances, oui, de ce film-là. C'est que pas. Donc on est vraiment dans une situation là. Je sais pas où on va, mais il va falloir trouver des solutions. Mais de toute façon, ça va mal finir. Sur le bilan de la sécurité, je rebondis quand même sur ce que dit Sophie. Je ne sais pas où, Sophie, vous avez trouvé vos chiffres, mais tous les spécialistes vous disent que depuis maintenant 1 an, voire 2 ans, vous avez une augmentation des actes de délinquance qui se multiplient un peu partout. Donc, encore, moi, je suis extrêmement, si vous voulez, aujourd'hui réservé quant aux annonces qui sont faites par le ministre de l'Intérieur. Le problème, c'est que le ministre de l'Intérieur a un discours qui est un discours qu'on peut entendre, qui est un discours de réaffirmation de l'autorité républicaine, mais que la réalité sur le terrain, tout ce qui remonte, nous montre le contraire. Donc il y a un hiatus, si vous voulez, aujourd'hui entre la parole publique. Évidemment, la parole publique, elle entend ce que dit la société. Et donc, elle essaye d'adapter sa parole à la demande de la société. Mais la réalité du terrain, discuter avec des policiers, moi, ça m'arrive de temps à autre, ils vous diront qu'ils se retrouvent face à une situation qu'ils n'ont pas rencontrée et qui s'est dégradée depuis un certain nombre d'années.
Vous voyez, ce matin, vous avez peut-être entendu dans le journal, dans la matinale de Benjamin Glaise, un commerçant, son sacré prix dans le 15e s'est fait vandaliser 2 fois. Et tous les commerces autour, pareil, ils ont dû prendre un vigile, ils ont porté plainte, mais il ne se passe rien. Il dit qu'il est inquiet à l'approche des JO. En même temps, Christian de Villeneuve, qui nous écoute, me fait remarquer que les Champs-Élysées, ça s'est extrêmement bien passé, que ça a été une réussite. Oui, ça a été très calme. Maintenant, c'était extrêmement verrouillé, contrôlé. Il y a eu beaucoup de surveillance sur les champs et on comprend pourquoi. Mais oui, mais enfin, c'est obligatoire. Je veux dire, on n'a pas le choix parce que tout le monde serait tombé en premier sur Gérald Darmanin s'il y avait eu le moindre incident sur les Champs-Élysées. Donc, quelle est la solution? Oui, évidemment, c'est pas normal de devoir contrôler, mais c'est pas l'État qui va faire l'éducation. Bon, on revient à la discussion de Sophie du début. C'est pas l'État qui va faire l'éducation des gamins dans les appartements et dans les maisons. Enfin, je veux dire, voilà, l'État, il peut contrôler, il peut mettre des lois, il peut mettre des forces de l'ordre dans la rue, mais c'est pas lui qui va refaire toute l'éducation de nos enfants. Enfin, je veux dire, voilà. Mais il y a des années où on ne donnait plus les chiffres des voitures brûlées. D'ailleurs, oui, c'est vrai. me semble-t-il, je vois pas l'intérêt de communiquer et de se réjouir qu'il y ait 700 et quelques voitures brûlées. C'est vrai, parce que c'était devenu une compétition entre les quartiers, savoir quel quartier brûlait le plus de voitures. C'est pour ça que ça avait été supprimé. Ouais. Voilà, écoutez, merci à tous les trois. Dans un instant, c'est André Berkoff qui fait son retour sur Sud Radio et que vous allez retrouver dans quelques instants. Très bonne journée sur Sud Radio, à demain. C'est Gilles Gonzman, je vous souhaite une bonne année 2024 sur Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.